Bienvenue à tous. Un 360 degrés sur la conférence de presse du président exécutif du PPACI, principalement l'implication présumée de Damana Picasse dans l'attaque d'un camp militaire en 2021 en Côte d'Ivoire. Le parti de Laurent Gbagbo réagit. Ensuite, nous discuterons des mesures envisagées pour stopper la fraude sur la nationalité ivoirienne, un défi qui suscite des débats intenses dans notre pays. Enfin, nous terminerons avec un regard sur la scène politique américaine où la dynamique entre Donald Trump et Kamala Harris pourrait redessiner l'avenir politique des États-Unis. Donald Trump est de retour aux affaires. Pour analyser ces questions, nous avons avec nous deux consultants, Arsène Anoma, analyste politique, et Gaël Lakba, analyste sociopolitique. Bonsoir, cher monsieur, merci d'avoir honoré notre invitation. Alors tout de suite, place à la première partie de cette émission. Arsène Anoma, que pensez-vous des motivations derrière cette conférence de presse du PPACI animée par Sébastien Dano-Diedier, président exécutif du parti? Merci d'abord pour cette émission. Pour moi, je pense que les motivations, elles sont d'ordre politique. En fait, puisque M. Damana Picasse est convoqué les 6, 7, 13 et 14 pour répondre de ses chefs d'accusation. Certainement, M. Dano-Diedier veut prendre le devant des choses en mettant la pression sur la justice ivoirienne afin de peut-être éviter d'éviter peut-être une condamnation de son camarade politique. Donc pour moi, c'est juste le fait de précéder les décisions judiciaires et essayer d'arguer pour que la défense de son camarade politique soit pleinement assurée. Bien, Gaël Lakba, comment vous interprétez la réaction du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, face aux poursuites de Damana Picasse? Bon, d'abord, dans le cadre de cette conférence de presse, il faut rappeler que ce n'est pas seulement le sujet de Damana Picasse qui a été abordé. Voilà, il y a eu la question sur le processus électoral, il y a eu aussi la question sur la CEI, il y a eu une sorte de mot d'ordre relativement à l'enrôlement. Maintenant, pour revenir sur la question d'Amana Picasse, en tant que parti politique, c'est une façon pour ce parti-là de montrer à son responsable, parce que Damana Picasse est un vice-président du PPACI, c'est une manière de lui apporter son soutien et d'attirer l'attention de l'opinion publique sur cette affaire. Parce que, à ce que je sache peut-être dans le fond, on va le dire, moi je crois que ces accusations-là datent depuis 2021. On sait que ces chefs d'accusation sont là depuis 2021. Nous sommes maintenant en 2024. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre 2021 et 2024 pour que c'est maintenant, 3 ans après, qu'on vienne appeler à cette affaire? Donc dans le fond du sujet, on pourra en parler. Bien. Alors nous allons poursuivre. Sébastien Dano-Diedier a dit ceci, et je cite, « Pour le PPACI, ce procès qui est une autre grossière provocation s'inscrit dans la logique bien connue du régime des musulmans, de l'opposition politique et plus singulièrement dans un plan de neutralisation des principaux collaborateurs du président Laurent Gbagbo, le candidat du PPACI à l'élection de 2025 à travers l'instrumentalisation de la justice. Ce plan a déjà démarré avec les arrestations illégales et arbitraires du secrétaire général adjoint d'Osso Charles Rodel le 5 octobre dernier, suivi de sa détention prolongée à ce jour. Quelle lecture faites-vous de cette affirmation, de ces affirmations? Bon, moi, j'estime, il y a mon ami en face qui a dit que cette histoire date depuis 2021. Pourquoi c'est maintenant 2024, 3 ans après qu'on l'a soulevé? Mais moi, je pense aussi que les chefs d'accusation sont assez sérieux et graves. Il fallait laisser le temps à la justice ivoirienne de mener ses enquêtes, de bétonner son dossier avant de lancer le procès. Voilà. Maintenant, les affirmations de M. Dano-Diedier, pour moi, il y a un procès qui est envisagé.
selon, moi j'ai suivi sa conférence de presse, il dit que le dossier est vide, selon ce que les avocats de M. Damana Picasse auraient dit que le dossier est vide. Mais si le dossier est vide, on n'en a pas besoin de faire une affaire politique. Voilà, le dossier est vide, on n'a pas besoin de faire une affaire politique. On attend le procès et on va au procès et les deux arguments vont s'affronter. Et on saura si effectivement le mis en cause est coupable ou non et la justice tranchera. Mais quand on présage de l'issue du procès et on fait une conférence de presse et à la limite on menace le pouvoir alors que le pouvoir n'a rien à voir avec la justice, en Côte d'Ivoire la séparation des pouvoirs est effective, c'est un procès, ça n'a rien à voir avec le pouvoir exécutif. Donc, il aurait été loisible et plus intelligent, d'autant plus que nous sommes dans une période préélectorale déjà assez sensible. Il aurait fallu laisser le procès aller et les arguments juridiques allaient s'opposer. Mais pourquoi aussi ne pas stopper le procès, vu que vous parlez d'une période aussi sensible? Bon, pour éviter les tensions de part et d'autre. Non, mais c'est ce que je disais tantôt. Le pouvoir judiciaire fait à son agenda qui est différent du pouvoir exécutif, de la politique. Voilà. Le pouvoir judiciaire a estimé que le temps de l'instruction est clos, qu'il faille aller au procès. Moi, ce qui me désole, c'est que le parti de M. Damana Picasse il fasse une intrusion politique en ramenant ce procès-là dans le champ juridique et en rejetant carrément la responsabilité sur le pouvoir, en disant que le pouvoir utilise la justice pour museler son opposition. Alors qu'effectivement, si le mis en cause n'a rien à se reprocher, il sera disculpé. J'en ai pour preuve la dernière affaire juridique concernant par exemple le FPI, où M. Affi N'Guessan avait été traduit en justice par son adversaire politique, mais la justice a tranché en la faveur de M. Affi N'Guessan et le Congrès n'a pas été annulé. Lorsque les décisions de justice vont en faveur de l'opposition, l'opposition ne trouve rien à redire. Mais lorsque les décisions de justice ne vont pas à sa faveur, ou bien lorsqu'il y a une décision de justice qui est en cours, tout de suite on crie au loup et on accuse le pouvoir. Moi je trouve que c'est irresponsable. Bien. Gaël Akba, l'opposition, notamment le PPACI, parle d'une tentative de musellement. Comment vous réagissez face à tous ces propos aussi? Tentative de musellement, instrumentalisation de la justice, ce sont des vocables qui sont souvent utilisés par l'opposition relativement aux réalités qui se voient sur le terrain. Parce que, fait historique, on va revenir en 2021, lorsque Damana Picasse lui-même était rentré d'exil. On se souvient qu'il avait tenu des meetings où il était vraiment très incisif. Il tenait des propos un peu, je dirais, entre griffes, un peu trop graves relativement à la stabilité du pays. Je me souviens qu'en ce temps-là, il avait été interpellé pas par les forces de l'ordre, mais il avait reçu un avertissement. Du genre, il devait essayer de parler plus dans le sens de la réconciliation et d'éviter de réveiller les vieux démons. Donc c'est en cela que Picasse a évolué, Damana Picasse a évolué entre 2021 et 2023. Bon, parler de non-inclusion de l'exécutif dans les affaires judiciaires, bon, ça dépend de sous quel angle on se met pour en parler. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'élément, à mon sens, en tant qu'analyste, l'élément qui peut amener un parti politique à parler effectivement d'instrumentalisation ou bien de non-indépendance de la justice qui serait à la solde du pouvoir, le premier élément, c'est ce que j'ai soulevé tout à l'heure. Les chefs d'accusation, aussi graves qu'ils soient, je pense, à mon sens, que 3 ans sans réagir, sans qu'on ne voit quoi que ce soit, que l'individu en question circule normalement, mène ses activités politiques et sociales et tout ce qu'il faut, économique, sans qu'on ne... C'est comme si l'affaire était oubliée, mais j'ai l'impression que c'est... Est-ce qu'ici on peut parler d'un acharnement politique envers certains membres du PPACI? Pourquoi le secrétaire, le président exécutif du PPACI parle ainsi? C'est parce que, dernièrement, on se souvient que Damana Picasse est revenu encore dans des discours
un peu guerrier. Pourquoi on a l'impression que c'est quand il a des discours un peu guerriers que la justice se réveille? Ça, c'est à l'appréciation et à l'intelligence de chacun de pouvoir interpréter. Et puis, on est dans des hypothèses. Comme c'est une question de justice, ce n'est pas le président exécutif du PPACI qui va donner la décision. Moi, je dis simplement que la justice fasse son travail. Si on pense que, M. Anouma, s'il vous plaît, vous allez me laisser aller au bout de mes propos. Si on pense que M. Picasse a vraiment des chefs d'accusation, que contre lui, les enquêtes ont été faites, bon, que la justice fasse son travail et que les conclusions soient sorties. De façon, sur le plan de la justice, je pense plus que c'est plutôt les avocats de M. Picasse qui aurait dû faire une conférence de presse pour nous étaler clairement qu'est-ce qu'il y a dans le dossier, comment il voit les choses et tout. Je ne le vois pas plus sur le terrain politique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tout ce qu'on voit, quand il sort et qu'il tient des discours guerriers, on parle de justice, il se calme. Quand il revient encore, c'est comme si en fait, je me dis que l'exécutif ou bien le pouvoir aurait un élément pour le tenir en fait. On sait qu'il est dans une affaire de justice. Calme-toi, M. Picasse. Si tu ne te calmes pas, on ressort les éléments. Et il n'est pas seul dans cette situation-là. Il y en a beaucoup comme ça de cadres politiques de l'opposition qui ont des soucis avec la justice. D'autres sont obligés de se tenir à carreau parce que s'ils ne le font pas, ils seront appelés. Je ne dis pas forcément qu'ils sont innocents, comme je ne dis pas qu'ils sont coupables. Mais si c'est une question de justice, je le dis, pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui nous regardent, quand quelqu'un est vraiment accusé de quelque chose, il faut que la justice fasse son travail. Il ne faut pas qu'il y ait des choses arbitraires où on pense que d'autres sont un peu caressés et puis d'autres ne le sont pas. Et quand c'est comme ça, l'équité n'y est pas. Bien. Allez-y maintenant, non, moi, ce que j'aimerais dire, il ne faudrait pas que mon frère ici présent prenne le temps qu'a mis l'instruction pour dire que le pouvoir a fait planer une épée de Damoclès sur la tête de M. Damana Picasse. Le temps de la justice appartient à la justice. Ce sont des hypothèses. Bon, tout à l'heure, vous m'avez dit de vous laisser non, mais terminer. Vous êtes en train, je suis là, mais vous êtes en train de dire comme si j'avais affirmé de façon claire. C'est une question, ce sont des hypothèses, ce sont des réflexions qu'on fait. Ne dites pas comme ça que vous me laissez terminer. Je reviens seulement. Seulement que quand ils disent les choses, il faut qu'ils reviennent pour dire on parle en termes d'hypothèses, ce sont des réflexions. Ce que je disais, il a pris le temps de l'instruction pour arguer que le pouvoir, le temps de l'instruction peut présager du fait que le pouvoir est dans une histoire d'instrumentalisation de la justice. Moi, je le dis, les faits reprochés sont assez graves et la justice ne pouvait pas faire le procès de façon expéditive sans prendre le temps de véritablement avoir les éléments de preuve en sa faveur. Donc, que cela ait mis 3 ans ou que ça coïncide avec la période préélectorale, pour moi, c'est le temps que la justice avait besoin pour faire son travail. La justice a fini d'instruire le dossier. Elle pense détenir les éléments qu'il faut pour pouvoir mener son procès. Elle décide d'engager le procès. Lui-même, il a dit tout à l'heure qu'il aurait fallu que ce soit plutôt les avocats du mis en cause qui fassent une conférence de presse pour éclairer l'opinion publique sur les insuffisances judiciaires liées au dossier, au lieu que ce soit plutôt un cadre politique de son parti qui fasse une conférence de presse. Parce que dans la conférence de presse que M. Danou Diédié a eu à faire, il n'a pas ressorti d'arguments juridiques. Il a juste affirmé que le dossier est vide. Et pour moi, c'est une affirmation gratuite. Il n'est pas membre du conseil de M. Damana Picasse et ce n'est pas à lui de mener le débat juridique sur cette affaire. Donc, comme il a dit lui-même, c'est plutôt le parti de M. Damana Picasse qui est en train d'envoyer cette histoire qui est purement juridique sur le plan politique. Voilà. Gaël Akbar, allez-y. Réaction, merci. Je vais venir à un fait parce que je suis heureux que M. Anouma lui-même il revienne sur ce que j'ai dit. Moi, je fais une analyse vraiment très impartiale et selon les analyses qu'on peut faire relativement à ce qu'on voit. Et ce que j'ai dit ici, vous dites que 3 ans, ce n'est pas un problème. Il y a un problème. Parce que je vous prends un fait historique. En 2019, lorsque les cadres de GPS de Guillaume Soro ont été arrêtés, pendant que Guillaume Soro voulait rentrer en Côte d'Ivoire et qu'on a appris que son avion a été détourné vers le Ghana, avec ce qui s'est passé au siège de GPS, on a bien vu les chefs d'accusation qui étaient contre Guillaume Soro et son organisation.
Est-ce qu'on a attendu 3 ans pour que M. Konetefou soit enfermé? Est-ce qu'on a attendu 3 ans pour que M. Soultoussoul soit enfermé? Est-ce qu'on a attendu 3 ans pour que M. Soro Kanigui soit enfermé? Ils ont été pris, ils étaient à la Maca. La justice a suivi son cours. 6 mois après, 1 an après, d'autres ont été relaxés. Comme Justement, ils ont été pris. Si je me souviens bien du film des événements, ils ont été pris dans le déroulé de l'arrivée du retour de M. Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. On peut considérer innocentés ou bien rendus coupables. Je dis tout simplement, je ne suis pas expert en droit, mais je pense que le cas de flagrant délit se gère de façon... Il me prend la parole, je ne vais pas le laisser. Non, je ne vais pas laisser prendre la parole. Non, je ne suis pas d'accord. Non, il ne va pas me prendre la parole. Je vais donner des éléments concrets. On a parlé de 3 ans. Non, je reviens sur la question de flagrant délit. Comment vous expliquez ça, un cas de flagrant délit pour ce qui concerne... Oui, lui-même, il a sorti un exemple qui est carrément en contradiction de ce qui se passe actuellement. Les partisans du président du GPS ont été pris au moment où le président du GPS projetait rentrer en Côte d'Ivoire. C'est dans le déroulé de ce retour-là que toute cette affaire-là s'est amorcée. Et qu'est-ce que vous appelez flagrant délit? Mais quand j'appelle flagrant délit, ça veut dire que l'histoire... Pendant que l'histoire est actuelle, elle est courante, on prend l'accusé durant... C'est ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils ont été pris au siège? Les faits qui lui sont reprochés. Voilà, on prend l'accusé sur les faits qui lui sont reprochés. Donc la justice enclenche son affaire. Mais là, M. Damana Picasse, il a été accusé suite à une enquête. Bien, merci bien. Donc la justice a pris son temps pour mener ses enquêtes. Allez-y maintenant, continuez. 2019, les cadres de GPS et certains partis de l'opposition étaient réunis au siège de GPS en train d'attendre Guillaume Soro qui devait venir pour l'accueillir. Quand ils parlent, ils ont été pris sur les faits. S'ils ont été pris sur les faits de quoi? Je n'ai pas dit qu'ils ont été pris sur les faits. Vous n'avez pas de flagrant délit? Je dis. Ou bien vous n'avez pas parlé de flagrant délit ici sur ce plateau? Qu'ils ont été pris dans le déroulé du président du GPS. Moi, je ne suis pas parce que le président du GPS arrive en Côte d'Ivoire, on doit arrêter tout le monde. C'est pas ça. On ne doit pas arrêter tout le monde. En fait, ici, c'est moi qui pose des questions. Quand vous posez la question à Arsène Anomaye qui veut répondre, quand vous interrompez, vous ne voulez pas, donc mieux vaut répondre. On les moi la prochaine question pour vous. Qu'il évite de revenir là-dessus. Parce que ce que je dis là, c'est clair. D'un côté, on a attendu 3 ans. Donc pour vous, on doit parler ici d'acharnement. On a attendu 3 ans parce qu'il fallait 3 ans. Ça porte à interprétation. Les interprétations qui viennent là sont, comment on appelle, sont légitimes. Bien. Voilà. Et quelles seraient pour vous, selon vous, les implications politiques d'une telle situation pour la préparation des élections de 2025? À mon sens, ça amène, ça amène à comment on appelle ça, ça réveille les vieux démons. Parce qu'on sait quand même que, je ne suis pas en train de dire que ce que le PPACI fait, c'est forcément la bonne chose. Voilà. Mais relativement au climat, on le constate, je l'ai dit ici sur ce plateau, qu'on a l'impression que les discours sont en train de s'endurcir au fur et à mesure qu'on avance. Il faut désamorcer les cœurs, il faut désamorcer les langues. Parce que c'est tout ça qui fait qu'après on se retrouve dans des crises. Et quand ça se passe, c'est tous les Ivoiriens qui payent. Quand il y a les crises, il n'y a pas d'histoire de RHTP, de PPACI et autres. Mais aujourd'hui, il faut tout faire pour qu'on ait un bon climat. Ce que je critique ici, c'est que, je l'ai déjà dit, on n'a pas besoin d'envoyer ce procès-là sur le terrain politique. Parce que si on l'envoie sur le terrain politique, ça va éveiller les passions. Donc ça, j'ai déjà dit. C'est le PPACI qui l'envoie sur le terrain politique en faisant une conférence de presse politique. Je l'ai dit, je ne suis pas contre. Moi, c'est mon point de vue. Politique pour ces voilà, partis. Je le dis. Maintenant, j'ai même dit ici que si c'est une question judiciaire, laissez les avocats faire leur travail. Bien. De toute façon, les conclusions, là, on verra tous ici. Voilà. Et pour vous, avant de revenir à Arsène Anomaye, quels sont les enjeux juridiques derrière cette affaire? Bon, enjeux juridiques, on verra l'indépendance de la justice, on verra la solidité de notre justice. On a vu tout récemment l'indépendance de la justice avec l'affaire Pascal Affinguessan, c'est ce que je dis. Dagbo Godé. Si ils vont jusqu'à la fin du procès, on nous sort les éléments de preuve. Parce qu'en général, là, les procès, quand ils se tiennent, la vérité sort. Hein. Parce que les faits seront là. Aujourd'hui, on parle sur des allégations à gauche, à droite. Il a accusé. Mais quand la justice va faire son travail,
vous serez sûr que vous-même, M. Anouma, moi-même, on aura ce qui est dans le fond du dossier et les avocats vont le défendre. En fonction, s'il est coupable, on va tirer les conclusions. S'il est innocenté aussi, on va tirer les conclusions. C'est dans ce sens-là qu'on dira qu'on a une justice en Côte d'Ivoire. Mais quand on dit qu'il y a procès, c'est trop vite que de venir dire non, un tel est innocent ou pas. Bien, Arsène Anouma, est-ce qu'on peut s'attendre ici à un soutien des autres partis politiques au PPACI? Moi, d'abord, il y a une chose que je désapprouve. Il faut faire confiance à nos institutions. Il faut faire confiance à nos institutions. Nous avons déjà eu une ribambelle d'exemples, dont le dernier en date est le procès d'Afinguessan où la justice lui a donné raison. Donc pour moi, j'estime que lorsqu'il n'y a pas matière à culpabiliser qui que ce soit, la justice fait son travail correctement. Donc si M. Picasse est innocent, la justice va l'innocenter. S'il est coupable, la justice va le condamner. Donc moi, j'estime qu'il ne faut pas présager des choses. Il faut laisser la justice faire son travail sans présager du fait que le pouvoir y a sa main ou a un programme quelconque. Bien, prochaine question, faut-il s'attendre à des soutiens de part et d'autre au sein de l'opposition politique ivoirienne? Bon, les dates du procès ont été données depuis quelques jours. C'est son parti qui a fait une sortie pour le soutenir, ce que moi je dis, je désapprouve, puisque ce n'est pas chose. Mais dans leur logique politique, c'est un de leurs éléments. Maintenant, quid des autres formations politiques, je me dis, puisque c'est l'opposition, et généralement l'opposition se soutient, certainement qu'on aura dans les jours qui suivent, qui lui ne s'associe mais pas à la violence. je pense que eux tous ne s'y mêleront pas. Voilà, par exemple, on se souvient de la dernière sortie du PDCI relativement à l'arrestation du cadre du parti de M. Soros dissous. Le PDCI s'est désolidarisé. Voilà, c'est que lui, il compte arriver au pouvoir, mais par des voies démocratiques et pacifiques, qui n'empêchera pas de raccourcir. Donc, éventuellement, si certains partis sentent que les allégations sont plus ou moins fondées, je ne suis pas sûr qu'il recueillera le soutien de toute la classe politique ivoirienne. Bien. Gaël Lakbar, le PPACI estime que cette manœuvre vise aussi à détourner l'attention de l'opinion publique sur les revendications légitimes de l'opposition en général et du PPACI en particulier, qui sont entre autres la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la réforme de la commission électorale indépendante CEI et l'audit de la liste électorale. Qu'est-ce que ça vous inspire? En quoi est-ce que ce procès-là puisse être une façon de détourner l'attention? Le procès va se tenir à la justice, au palais de justice, pendant que ceux qui veulent se faire enrôler peuvent aller tranquillement se faire enrôler. Ce n'est pas une façon de détourner quoi que ce soit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant même qu'on va aux élections, pendant qu'on bat campagne, il y a des procès qui se déroulent en Côte d'Ivoire ici. Voilà. C'est une façon pour eux, c'est une façon. En fait, c'est une façon de faire du bruit de la communication. Non, c'est de la communication. Tout ça, c'est souvent bien, comment on appelle, bien planifié. C'est de la communication cosmétique, une façon d'entrer dans une sorte de victimisation. Pendant que, moi je dis aujourd'hui, on attend sur plusieurs plateaux et dans certains débats, on a vu aujourd'hui, le vrai point aujourd'hui, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, c'est le recensement. Ça finit le dimanche. On voit les cadres du RADP sur le terrain. On voit les cadres du PDCI sur le terrain. On n'a pas encore trop senti le PPACI sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas une manière pour le PPACI peut-être de dire non, que relativement à ceci, à ce qui s'est passé et tout ça, nos militants n'ont pas pu aller se faire enrôler? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu que ça dans la conférence de presse. Il a parlé de comment on appelle, de la cherté même de la documentation pour faire l'enrôlement. Il a parlé de comment on appelle. Éventuellement, il a énuméré beaucoup d'autres sujets. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Mais qui semble être des difficultés
qu'il met sur la place publique. Mais ces difficultés ne touchent pas que des militants du PPACI, ça touche tous les Ivoiriens. Bien. Donc voilà. Merci. Arsène Anoma, comment vous réagissez face à ce positionnement, disons, ces affirmations du PPACI qui estime que cette manœuvre vise aussi à détourner l'attention de l'opinion publique sur des sujets majeurs, notamment la réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Non, moi je pense que le PPACI, là où je rejoins mon frère ici présent, le PPACI est dans le dilatoire en fait. Est dans le dilatoire parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que la plupart des partis, et la plupart des partis de l'opposition aussi, sont investis sur le terrain. Principalement le PDCI, qui, son président, se déploie sur le terrain pour sensibiliser. Le RHDP, lui, il le fait vraiment de façon maximale. Et c'est le PPACI qui a la traîne. Le PPACI a la traîne. Et je suis convaincu que les statistiques qui leur sont remontées, ils se rendent compte que l'enrôlement de leurs militants n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Donc pour moi, c'est une fuite en avant. Le pouvoir, je ne sais pas ce que le pouvoir gagne à vouloir utiliser cette situation-là pour masquer des questions politiques. Comme moi je l'ai dit, je ne vais pas sur ce terrain-là parce que pour moi, cette histoire, c'est une affaire purement juridique. Elle n'est pas politique. C'est le PPACI, en manque d'arguments, qui est en train de la transformer en histoire politique. Donc, il gagnerait plutôt à suivre les partis responsables qui ont décidé d'arriver au pouvoir de façon démocratique en sensibilisant leurs militants et les Ivoiriens dans leur ensemble à s'inscrire sur la liste électorale parce que l'inscription sur la liste électorale est un devoir civique. Bien, nous sommes au terme de cette première partie d'émission. En place maintenant au deuxième sujet relatif en tout cas à la fraude sur la nationalité ivoirienne. Quelle solution pour stopper ce phénomène en Côte d'Ivoire? C'est le sujet qui nous, en tout cas, concerne, qui sera débattu et analysé au cours de cette deuxième partie. Première question, Gaël Lacroix, quelles sont selon vous les principales causes de la fraude sur la nationalité ivoirienne qui est beaucoup convoitée? Merci, M. Sidik. Je vais d'abord venir sur pourquoi même y a-t-il fraude sous cinq angles très rapidement. Il y a fraude parce que des gens veulent l'accès aux droits et aux services réservés aux citoyens ivoiriens qui sont là. C'est-à-dire que nous sommes ivoiriens, il y a certains qui sont là et qui veulent avoir accès aux mêmes droits que nous. Il y a fraude parce qu'il y a l'influence politique aussi et puis il y a la manipulation des électeurs. Parce que bien souvent, certains acteurs politiques se rendent responsables, se rendent, je vais dire, coupables même de manipulation. C'est-à-dire ils savent qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la nationalité, mais ils les aident par certains réseaux, par certaines stratégies, à avoir la nationalité pour augmenter leur électorat. Il y a fraude parce qu'il y a faiblesse du système, aussi à notre niveau. Le système, il est trop manuel, il est trop poreux. Il faut essayer de... Bon, dans les solutions, on va en parler. Voilà. Et quatrième élément, il y a la pression économique aussi, parce que les étrangers qui viennent aussi sont à la recherche de meilleures conditions de vie, ceux qui fuient l'instabilité dans leur pays, notamment les pays limitrophes de la CEDEAO. Donc, ils veulent des conditions, pouvoir bénéficier de certains éléments économiques. Et puis aussi, il y a une certaine forme d'exclusion sociale. Ça, c'est le volet social, parce que souvent, ils sont au pays ici, ils ont l'impression qu'ils sont marginalisés, ils sont mal vus, voilà, et tout ça. Ils veulent souvent, pour des questions culturelles, vous savez, les Ivoiriens sont beaucoup aimés, la nationalité ivoirienne est prisée. Quand certaines d'autres nationalités arrivent à régner même leur nationalité, ils veulent devenir Ivoiriens comme nous. Donc, voici un peu des raisons pour lesquelles on assiste à cela. Bien. Voilà. Arsène Anoma, les causes, d'autres causes que vous voulez énumérer, bien sûr, relatives. Non, relatives, tout pays attractif, tout pays qui a une forte population d'immigrés, tout pays qui est un havre de paix, un oasis de développement dans un ensemble moins développé, moins attractif que lui, attire toujours la convoitise des autres. La Côte d'Ivoire, en Afrique, est le pays, je pense, qui a le plus fort taux d'immigrés et l'un des plus forts dans le monde. Donc, la Côte d'Ivoire attire énormément.
Et pour moi, c'est l'attractivité du pays, les potentialités du pays qui font que ces personnes qui sont venues ici pour chercher à avoir un mieux-être finissent par désirer avoir la nationalité du pays. Et ce qui est déplorable, au lieu d'utiliser les moyens légaux qui sont mis à leur disposition, ils utilisent des moyens détournés pour essayer d'avoir cette nationalité-là. Donc pour moi, la raison principale, c'est l'attrait que la Côte d'Ivoire a dans la sous-région et en Afrique en général, qui est la cause de cette situation. Et comment l'État ivoirien peut-il renforcer le contrôle des documents d'identité pour pouvoir stopper ce phénomène? Bon, pour moi, je pense que c'est un fait d'abord qu'il ne faut pas nier. En tant que national, il faut vraiment reconnaître que la fraude sur la nationalité ivoirienne existe. Parce que ce n'est pas bien que notre nationalité soit à ce niveau-là utilisée comme ça. Maintenant, comment parvenir à juguler ce problème-là? Pour moi, c'est dû au fait que le processus de l'état civil et de la nationalité n'est pas encore informatisé, n'est pas encore digitalisé ou assez digitalisé. Il faudrait que les gouvernants puissent accéder à la digitalisation progressive et totale du fichier d'état civil, de tout ce qui est relatif à la nationalité et aussi permettre le croisement de tout ce qui est état civil. Je me dis qu'actuellement, de plus en plus, par exemple, lorsque tu t'en vas faire ta nouvelle pièce d'identité, tu as un numéro unique qui te suit. Donc, de plus en plus, la digitalisation de l'état civil ivoirien est en cours. Et pour moi, lorsque cette digitalisation-là sera effective, ce problème-là sera jugulé. Mais il y a aussi la prise de conscience des Ivoiriens eux-mêmes. Parce que ce fait-là ne peut pas arriver s'il n'y a pas de complicité en nous-mêmes. Il faudrait que l'Ivoirien sache que la nationalité, ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas et qu'il ne faudrait pas qu'il soit complice. Il faut donc parler de fraude dans l'administration publique. Oui, dans l'administration publique, mais pas forcément dans l'administration publique. C'est dans l'administration publique qu'on fait les papiers, les documents. Oui, dans l'administration publique, mais... Même s'il y a des voies parallèles aussi. Non, mais souvent, c'est des personnes lambda qui prêtent leur carte d'identité ou qui vendent leur carte d'identité, ce qui permet à d'autres personnes d'utiliser ces cartes d'identité-là pour pouvoir faire des demandes de certificat de nationalité et après avoir une nationalité frauduleusement acquise. Donc, indépendamment de la fraude dans l'administration, il faudrait que la population elle-même prenne conscience du fait que nous devons protéger notre nationalité et ne pas, sur proposition financière de certaines personnes qui n'ont pas droit, leur permettre d'accéder à la nationalité ivoirienne. Gaël Agba, comment l'État ivoirien aussi peut-il renforcer le contrôle des documents d'identité en Côte d'Ivoire? Bien, je vais en venir. Mais avant de trouver les solutions, faut d'abord pouvoir parler de comment, par quel process les gens réussissent à falsifier nos documents. Voilà. À ce niveau-là, il y a l'utilisation de faux documents avec des faux extraits de naissance qui aboutissent à des faux certificats de nationalité. Ça montre aussi les failles de notre système. C'est cela, je vais en venir. Et puis, il y a la corruption. C'est ça le truc. Il y a la corruption au niveau des services administratifs et puis aussi des pots de vin. Voilà. Au niveau des solutions, on va aussi en venir parce qu'il faut d'abord parler de comment ça se passe. Et c'est en fonction de comment ça se passe qu'on peut endiguer le problème. Il y a l'usurpation d'identité. Et quatrièmement, il y a le mariage de complaisance. Parce que vous savez qu'on peut être naturalisé par une Ivoirienne ou bien un Ivoirien. Maintenant, il faut 5 ans. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des éléments pour pouvoir renforcer, mais ce sont des éléments, des passerelles par lesquelles les gens utilisent des failles pour pouvoir avoir cette nationalité. Il y a la fraude aussi liée à la procédure même de naturalisation. Parce qu'il y a certains qui sont là, vous avez parlé de 5 ans tout à l'heure, mais même dans leur demande, au lieu de mettre
5 ans ou bien un truc, ça veut dire qu'en réalité, le gars est arrivé il y a 6 mois ou bien 1 an, dans la procédure, il met qu'il y a 7 ans qu'il est là. Mais il y a l'acte de mariage, donc il y a un véritable problème. Il y a un problème, c'est ça, il y a un problème d'authentification même de ces documents et tout ça. Les solutions, il faut qu'on renforce le dispositif d'identification de l'état civil, c'est-à-dire la protection, une meilleure protection comment on appelle, de l'état civil. Comment? On doit passer par la digitalisation. Parce que vous-même, vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est encore trop traditionnel, c'est encore trop manuel. Pour faire une carte d'identité, moi, je dois prendre mon extrait, aller à la police, faire un certificat de nationalité. Après, on prend le certificat. On doit revenir encore à l'ONU. Si tout ça, c'est centralisé. Et comme il a dit tout à l'heure, chacun a un numéro, de sorte à ce que quand quelqu'un vient, et puis, même s'il se sert de tes documents, dès qu'on met le numéro, c'est fini, on sait qu'il n'a pas droit à ce numéro-là. Arsène Anoma, plusieurs partis politiques ivoiriens réagissent chaque fois sur cette question de fraude sur la nationalité. Dans l'ensemble, quelle analyse faites-vous des sorties des partis politiques qui dénoncent beaucoup? Non, moi, le problème de la fraude sur la nationalité est un fait. C'est un fait qui doit nous concerner tous et nous rassembler tous autour de cela. Ce problème-là n'a pas de connotation politique. Mais très souvent, ce que je déplore, c'est qu'en Côte d'Ivoire, la politique prend le pas sur les questions sociales, sur les questions d'intérêt national. Ce qui fait que ça biaise le débat. Les partis politiques, au lieu d'œuvrer pour qu'on trouve des solutions sociales, des solutions générales de toute la nation à ce problème-là qui est un problème d'intérêt national, les partis politiques, très souvent, rentrent dans ce débat-là juste pour des desseins politiques, soit pour discréditer le pouvoir en taxant le pouvoir d'être complice de cette situation-là, de favoriser cette situation-là pour en retour utiliser ces personnes qui ont eu la nationalité frauduleuse-là comme bétail électoral. Ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste. Il y a des gens, par exemple, qui fraudent sur la nationalité, comme vous l'avez dit tantôt, pour accéder à des privilèges professionnels, pour peut-être rentrer dans la fonction publique, ou bien bénéficier de certaines choses, ou bien même être propriétaire de la terre. Voilà. Donc, il y a des gens qui fraudent sur la nationalité, pas par but politique, mais pour un intérêt professionnel et pécunier. Donc, dire que la fraude sur la nationalité est un fait politique, c'est là où c'est dommage. Mais on constate surtout, par analyse personnelle, qu'il y a une méconnaissance du code sur la nationalité par beaucoup d'Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens. Oui, non, mais en fait, c'est ça, c'est là où l'éducation, il faut que de plus en plus le peuple, lorsque les Ivoiriens, le peuple sera de plus en plus éduqué, prendra conscience de l'importance de certaines questions, comme la nationalité. Je pense que progressivement, il y a des choses qui vont reculer. Parce que, comme vous l'avez dit tantôt, il y a une méconnaissance de beaucoup de choses. Il y a une méconnaissance même, quand on regarde même, il y a une méconnaissance même de l'importance de la nationalité ivoirienne pour l'Ivoirien. Il y a une méconnaissance. Moi, je ne suis pas sûr que, par exemple, on dira que ce sont des pays anciennement choses, mais je ne suis pas sûr qu'un Américain ou bien va accepter de vendre sa nationalité à quelqu'un pour l'aider à être américain de façon frauduleuse. Les nations qui sont conscientes de la valeur de leur nationalité protègent leur nationalité. Bien. Gaël Akpa, la fraude sur la nationalité est un problème réel, mais force est de constater que nos intellectuels et même des politiques ne maîtrisent pas le code sur la nationalité ivoirienne. Parfois, on assiste à des débats infondés. Comment vous réagissez? C'est une question d'éducation. Vous savez que tout ça, c'est l'éducation civique. Voilà, aujourd'hui... Parce que par moment, on dit il y a X personnes qui avaient telle nationalité. Aujourd'hui, on est surpris de voir cette personne ivoirienne comme si la législation ivoirienne ne permet pas par des voies légales à cette personne d'avoir la nationalité ivoirienne. Non, il y a beaucoup de procès d'intention souvent. Il y a des mauvaises accusations aussi. Et on va revenir encore sur la question de la justice. Il ne faut pas accuser des gens quand on n'a pas de preuves. Voilà. Celui qui dit que quelqu'un n'est pas ivoirien, il faut qu'il puisse le prouver.
qui n'est pas ivoirien. C'est pour ça que j'ai parlé d'une question d'éducation. Quelqu'un peut être intellectuel et puis ne pas forcément être bien éduqué à la limite, ne pas connaître des choses et puis s'affirmer. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais pour revenir sur la question de la nationalité, il faut effectivement que nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, parce que tout ce qui se fait là, on va beau dire, mais la Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire appartient au petit peuple, comme la Côte d'Ivoire appartient à ceux qui nous gouvernent. Si des gens arrivent à frauder, c'est parce que nous-mêmes, on le permet. Parce qu'il y a certains individus qui donnent leur papier. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas. Mais peut-être le gars, il est là parce qu'il a besoin de 15 000, de 20 000, de 100 000. Quand on lui propose cet argent, lui, il prend, il s'en fout. Il va te dire, lui, il s'en fout de cette affaire de nationalité, lui, il a besoin de cet argent. Voilà. Donc, il faut sensibiliser les gens. Et puis, il faut renforcer la loi à ce niveau-là. La loi n'est pas assez dure en Côte d'Ivoire, en fait. Les gens sont pris souvent, et puis il n'y a pas de sanctions. Ils sont pris, peut-être que les documents seront simplement arrachés, et puis ils sont relâchés, ils sont encore en Côte d'Ivoire. Dans d'autres pays, quand on te prend dans ce genre de situation, on te rapatrie. Ou bien on t'enferme, ou bien on te met des amendes. Mais chez nous ici, c'est vraiment, il y a trop de laxisme. Et c'est ce que nous sommes en train de payer. Si on ne fait rien, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, on va se rendre compte. Aujourd'hui, on parle de 30 millions de citoyens en Côte d'Ivoire. On ne parle pas de 30 millions d'Ivoiriens. Souvent, même, ça nous emmène à faire des faux calculs pour des plans de développement, pour des plans sur la CEI et tout ça. Parce qu'en réalité, dans les 30 millions de citoyens en Côte d'Ivoire, il y a combien d'Ivoiriens? Il nous faut une véritable politique d'immigration, comme ça se passe ailleurs. Il ne faudrait pas qu'on reste toujours sur cette question de pays qui a plus d'étrangers, pays qui a plus d'étrangers. Oui, on ne dit pas qu'il ne faut pas que les étrangers soient là, mais quand ils sont là, il faut qu'ils soient dans les conditions, il faut que tout ça, ça cesse. Mais si ça ne change pas, c'est parce que nous-mêmes, nous le permettons. Voilà. Bien, il y a la liste. Allez-y, il y a un fait que je voulais relever. Quand on parlait tantôt de manque d'éducation ou de manipulation politique, par exemple, la nationalité, il y a des gens qui font un amalgame très dangereux en liant la nationalité au patronyme, alors que la nationalité n'a rien à voir avec le patronyme. Un Zarou ou un Ouedraogo peut bel et bien être ivoirien. Ou un Thiam peut être ivoirien. Voilà aujourd'hui l'ex-députée en France, Rachel Keke. Mais Rachel Keke, elle est bêtée. Elle est bêtée. Elle ne porte pas un patronyme typiquement français, mais elle est française. Elle a même été députée. Ça veut dire que le patronyme n'a rien à voir avec la nationalité. Et souvent, et c'est ce que je déplore, pour des buts politiques, les intellectuels biaisent le débat très important de la nationalité là, juste pour pouvoir en récolter des dividendes politiques. Et tout ça fait que le problème de la nationalité, le sursaut national qui doit se faire autour de la lutte contre la fraude sur la nationalité n'arrive pas à se faire. Parce que lorsqu'on constate qu'un problème qui devait nous réunir tous veut être utilisé par certaines chapelles politiques pour assouvir leurs desseins politiques, ça ne peut pas nous rassembler et ça ouvre la porte à l'enracinement de ce problème-là. Voilà. Bien. Et il y a également la liste électorale qui n'est pas épargnée de cette fraude sur la nationalité. Oui, mais bon, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Bientôt, il y a un procès qui doit avoir lieu bientôt sous l'instigation du député maire de Tchassalé, qui a porté des allégations contre certaines personnes de sa commune qui auraient usurpé la nationalité ivoirienne et qui figuraient sur la liste électorale. Bon, nous attendons ce procès-là pour être situé. Voilà, parce qu'il y a la controverse, nous suivons la controverse, les informations, les causes d'information sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres thèses qui disent que les affirmations du député Assali Temoko ne sont pas fondées, que ces personnes-là ont acquis la nationalité ivoirienne de façon légale. Donc nous attendons ce procès-là pour être véritablement situé sur ça. Mais je pense que effectivement, si il est avéré qu'il y a des personnes qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale, que ceux qui ont les preuves que
il y a des étrangers qui n'ont pas le droit de figurer sur la liste électorale, envoie ses preuves. Parce que le problème, c'est ça. Souvent, il y a des affirmations gratuites. Bien. On se lève, on dit qu'il y a telle personne, et on n'appelle pas de preuves. Le président de la CEI a été clair. Merci Arsène Anomagué. La dernière question là-dessus. La liste électorale n'est pas épargnée. Il aurait des étrangers sur cette liste-là. Souvenez-vous que avant le début du recensement général pour la reprise de la liste électorale, la CEI avait annoncé 4 millions de personnes qu'on attendrait. Aujourd'hui, la CEI est en train de revoir à la baisse. On parle tantôt de 2 millions au lieu de 4. Et certains vont même jusqu'à dire que si on atteint 1 million, c'est bon. D'où vient ce problème? Parce qu'il y a des fraudeurs, effectivement, qui ont la nationalité. Ils ont eu cette nationalité, qui sont sur la liste électorale. Mais ceux-là, ils ont la nationalité, ils sont bien sur la liste, mais comme on a dit, eux, ils cherchent à avoir cette nationalité-là juste pour des questions économiques, juste pour d'autres questions, mais ils n'ont pas la nationalité pour venir se mettre sur la liste électorale. Donc quand la CEI fait à la liste du nombre d'Ivoiriens, fait ses calculs, effectivement, peut aller à penser que 4 millions vont venir, mais en réalité, quand on voit que ça traîne, ce sont des pistes de réflexion. Est-ce que ceux-là, effectivement, s'ils ont la carte d'identité, ils peuvent se retrouver sur la liste électorale. Bien. Mais ce qui fait qu'on les attend en réalité, mais eux, ils ne viendront pas. Merci. Parce que s'ils viennent là, c'est là qu'on peut les prendre. Merci. Aussi. Nous allons maintenant marquer une courte pause pour la réclame publicitaire. On revient juste dans quelques instants pour la suite. De retour de la pub, le résultat de l'élection américaine 2024 est encore provisoire au moment de l'enregistrement de cette partie de l'émission, mais il s'annonce à la fois brutal et historique. La victoire de Donald Trump est déjà annoncée après la journée de vote du mardi aux USA. Le candidat républicain dispose déjà de 277 grands électeurs sur 270 nécessaires pour être réélu président des États-Unis et assuré de remporter bien sûr les 3 voix qui lui manquent pour remporter cette élection. Pour l'emporter, Donald Trump a déjà remporté l'élection dans 3 des 7 swing states. Les États-Unis d'Amérique, bien sûr, présentent bien sûr une élection qui sera en faveur bien sûr de Donald Trump. Donc nous allons bien sûr parler de ce sujet-là dans cette partie d'émission avec nos analystes. Gaël Lakpa, comment vous analysez d'abord dans l'ensemble les résultats de cette élection? Bien, je vais parler du système électoral américain. J'ai suivi le truc de près. Hier, quand je suivais, c'est dit qu'en réalité, aux États-Unis, dès qu'un bureau de vote est fermé, dès qu'on a les résultats, on n'a pas besoin d'attendre 3 jours, 4 jours. Donc, c'est à saluer. Voilà, c'est un exemple qu'il faut que nous autres, on essaie de copier. Ça peut nous éviter beaucoup de mauvaises surprises. À côté de cela, j'ai parti dans les différents thèmes qui étaient au menu. Il y avait la question économique, il y avait la question de l'immigration, il y avait la question de la sécurité intérieure, il y avait la question de la politique étrangère des États-Unis, il y avait le droit individuel, il y avait le renforcement du système judiciaire et puis il y avait la politique de santé. Surtout, je prends ces éléments-là. De par ces éléments, Trump a utilisé une politique conservatoire. Trump est vu aujourd'hui comme quelqu'un qui revient aux sources, quelqu'un qui revient à la tradition, quelqu'un qui revient à l'expression de l'Américain, l'Américain qui se bat pour lui-même avant de penser à l'extérieur. Donc il est revenu à cette politique traditionnaliste-là à tous les niveaux, ce qui a fait qu'aujourd'hui, même il y a des États où, lors de sa première élection, il avait gagné, mais le score qu'il a eu aujourd'hui même est encore mieux que ce qu'il avait eu la dernière fois. Ce qui veut dire que Joe Biden, avec son administration, était peut-être en train de trahir les valeurs fondamentales de l'Américain. Donc les gens attendaient sûrement le moment pour le sanctionner, lui et son camp, et Kamala Harris en a payé le prix fort. Mais il faut noter aussi que côté communication, Biden a fait une certaine révolution, parce qu'on le sait, aujourd'hui comment fonctionne le monde occidental,
de par la communication. La communication, c'est un pouvoir. Voilà, il était opposé à une certaine communication internationale qui le dénigrait et tout. Joe Biden s'est lancé dans une autre stratégie de faire passer les fake news. Il a utilisé les fake news pour pouvoir s'en sortir parce que la communication internationale dans le temps n'était pas à son avantage. Donc il a favorisé les fake news qui ont fait que finalement les gens ne savaient plus à quoi se donner. Toutes les informations n'étaient pas obligées d'être vérifiées de la façon traditionnelle. C'est dit que chacun a sa parole, chacun a sa vérité et ça a payé pour lui aujourd'hui. Merci. Voilà. Donald Trump est de retour à la White House. Arsène Anoma, comment le retour de Trump à la Maison-Blanche pourrait-il redéfinir la politique intérieure et extérieure des États-Unis d'Amérique? Bon, moi, ce que je pourrais dire, c'est que Donald Trump a été élu sur un programme qui fait la part belle à l'Américain. Comme il le dit lui-même, American First. Ça veut dire que l'Américain d'abord. Et lorsque on a pu suivre la campagne, la thématique la plus importante pour les Américains, c'était leur sort, leur devenir qui prédominait sur les questions internationales. Ça veut dire que pour eux, Donald Trump est celui qui pouvait leur offrir des solutions à leur quotidien. Voilà, il y a un exemple que les gens ont pris, par exemple, il s'est rendu dans un supermarché où il y a une dame qui achetait un paquet de cacahuètes et l'argent qu'elle avait, le paquet de cacahuètes avait augmenté, il enlevait un billet de $, il l'a acheté pour la dame, il a dit, mais aujourd'hui, voilà combien ça coûte. Ça veut dire que les Américains se sont sentis en sécurité avec lui. Voilà, donc pour moi, cette victoire-là, c'est la victoire de l'Américain qui décide de confier sa destinée à quelqu'un qu'il estime être capable de protéger ses intérêts, de protéger son vécu quotidien en tant qu'Américain et d'avoir une vue prédominante de ce qui est intérieur sur ce qui est l'extérieur. En tant qu'ancien président qui revient au pouvoir, si nous étions dans le cadre d'un pays africain comme la Côte d'Ivoire, cela aurait suscité d'autres débats. Et vu l'âge également, comment vous réagissez? C'est ce que j'ai dit la dernière fois lorsqu'on parlait de l'âge. Moi, j'estime que l'âge n'est pas un facteur déterminant en politique. Voilà, on peut être plus âgé et être beaucoup plus bénéfique à son pays que quelqu'un de moins âgé. Bon, et en plus, les Occidentaux, en général, les vieilles démocraties, ils ont une certaine culture de la démocratie. Si vous vous souvenez, les dernières élections législatives en France, l'ancien président François Hollande s'est fait réélire au Parlement comme député, alors qu'il est un président qui est un ancien président. Mais est-ce que dans notre démocratie africaine, un ancien président accepterait, après sa présidence, quelques années après, de venir briguer un poste de député? C'est toute cette éducation, cette culture-là, démocratique, politique, que nous n'avons pas encore. Et bien, je me dis que de façon progressive, nous allons arriver à ce niveau-là. Et ça va même être un facteur bénéfique pour la pratique de la politique dans nos contrées. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, chez nous ici, par exemple, nos hommes politiques sont un peu déifiés. Et la fonction, par exemple, la fonction présidentielle est une fonction qui est vue comme quelque chose de sacré. Alors que non, on est président de la République pour servir la nation et on est un citoyen comme tout autre. On peut être président et puis après devenir député, maire ou bien même professeur quelque part. Voilà, donc pour moi, au contraire, c'est même une leçon qu'on envoie encore à nos démocraties pour dire aussi que, par exemple, on peut avoir été président, on peut perdre des élections, accepter de partir. Normalement, on fait sa traversée du désert, on reprend son combat politique, on propose un bon programme, on revient et on peut être mieux réélu. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit les statistiques de Donald Trump aujourd'hui, il a été mieux réélu que lors de sa première victoire. Puisqu'aujourd'hui, il a le vote populaire, ce qu'il n'avait pas eu lorsqu'il battait Hillary Clinton. Il a le vote populaire et en plus, il a les 2 chambres du Parlement. Donc, sa victoire est totale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, après avoir perdu les élections, il est parti, il a fait sa mue et il revient
par la grande porte. Merci Arsène Anomaguel. Donald Trump et les États-Unis, la plus grande démocratie, envoient un message fort et une leçon de démocratie aux pays africains, notamment à la Côte d'Ivoire. C'est cela, je l'ai dit à l'entame de mes propos sur cette question. Voilà, cela montre que ce sont des exemples à prendre. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est possible de faire une élection et en même temps d'avoir les résultats. Quand c'est comme ça enlève tout type de suspicion, ça laisse même pas le temps même à la fraude et tout ça. Voilà. Donc c'est une leçon que les États-Unis donnent, mais ce n'est pas la première fois qu'on le voit, ça a toujours marché là-bas. On prie tous les dieux pour que ça puisse être ainsi chez nous. Voilà. Et puis à côté de cela, je voulais soulever un point relativement à cette élection-là. Faut voir combien déjà, avant même qu'on ait les résultats, le président français, le président hongrois, l'Allemagne, certains pays de l'Europe ont commencé à féliciter, même si on sait que Donald Trump, c'est un président imprévisible. On va avoir sûrement des changements au plan international relativement à la guerre en Ukraine, avec Israël et tout ça. Remarquons une chose. Biden est venu en 2018. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Ce sur quoi il a péché, c'était beaucoup sur l'inflation. Les prix ont augmenté à tous les niveaux, pendant que le revenu du citoyen même ne monte pas, ne change pas. Impact, les gens l'attendaient au tournant. Trump a proposé une politique économique où il se propose comment on appelle, de régler tout ça. Mais ça aura des répercussions sur le plan international, parce qu'on ne peut pas douter du fait que les deux grands changements ont provoqué tout ça au plan international, la Covid-19 et puis la crise en Ukraine. Bien, alors en quoi cette élection pourrait-elle influencer les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, notamment en matière de commerce et d'investissement? Bon, la politique américaine, elle est aussi... Bon, Trump sera beaucoup renfermé, il va s'occuper de son pays, mais cela n'empêche pas qu'il fasse toujours la diplomatie. On n'oublie pas que les États-Unis ont des intérêts en Côte d'Ivoire, mais en fait, la politique qu'il va utiliser au plan international, c'est celle-là qui va se répercuter. Parce que j'ai fait une sorte d'analyse. On parle d'inflation. En Côte d'Ivoire aussi, on parle d'inflation. On parle du revenu du travailleur qui stagne, qui ne bouge pas. Ce qui explique aujourd'hui chez nous ici des grèves et tout ça. Toute la fonction publique presque est en train de demander des augmentations relativement à la cherté de la vie. C'est un peu la même chose là-bas. Je pense que si les choses baissent et qu'au plan international, les choses sont revues, ça peut avoir une implication ici. Parce qu'on se souvient très bien quand on parle de l'inflation, des prix qui montent et tout, on dit toujours non, ce n'est pas seulement ici, ça dépend de ce qui se passe à l'extérieur. Donc si là-bas ça baisse, ici aussi ça peut avoir un impact. À côté de cela, il y a des questions, une question rapidement, côté LGBT. On se souvient que les LGBT à un certain moment avaient le vent en poupe. Voilà, Trump c'est un conservateur, tout ça c'est des choses, ils savent déjà aux États-Unis. Il va sûrement être un peu plus dur sur cette question-là. La question de l'avortement aussi. On autorise les gens à faire l'avortement. Trump, c'est des conservateurs. Voilà, ça veut dire qu'ils reviennent à certaines valeurs. Et vu que souvent, nos politiques africaines, moi je le décris, on ne s'affirme pas assez. Même nos valeurs, on finit par les laisser parce que l'Occident veut nous les imposer et puis on continue de suivre. Donc pour ceux qui sont conservateurs, pour ceux qui parlent des valeurs africaines revenir aux sources, les États-Unis sont revenus aux sources parce que Trump défend un certain héritage de ses ancêtres. Je pense que peut-être que ceux qui veulent se battre aussi en Afrique pour revenir aux sources pourront trouver les moyens pour revenir effectivement à ces sources. Place maintenant au carton rouge. Nous sommes dans le carton rouge et le premier carton de cette émission avec Gaël Lakba. Carton rouge a une certaine stigmatisation d'une communauté, dont la communauté libanaise. Depuis presque une semaine et demie, 2 semaines, on assiste sur les réseaux sociaux à des panels. J'en ai parlé ici la semaine dernière. Il faut que vraiment notre ministère de l'Intérieur, le ministère de la Communication et même le ministère de la Justice, le ministère de la Défense aussi, regarde cette question des réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde parle et n'importe qui parle.
Et vous voyez, vous allez sur ces panels-là, souvent c'est plus de des milliers de personnes qui sont connectées en train d'écouter les gens. Qui prend la parole? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce que j'appelle la stigmatisation de cette communauté-là, c'est que on sait déjà les relations des Libanais avec la Côte d'Ivoire. Les Libanais sont établis ici bien avant l'indépendance. Mais aujourd'hui, vous pourrez trouver des gens sur les réseaux sociaux en train de vraiment... Ce qu'ils font est grave. Ils appellent même à chasser les Libanais, comment on appelle, à leur interdire certains endroits, vraiment des discours très radicaux qui ne sont pas de notre époque. Effectivement, ça sort d'où? Parce que vous savez qu'actuellement au Liban, il y a la crise, il y a la guerre. Donc, il y a des vagues de Libanais qui viennent ces temps-ci en Côte d'Ivoire. Donc, quand ils voient ces vagues-là, relativement aussi à leur manière de vivre, parce que ce n'est pas un peuple qui est beaucoup ouvert, on connaît les Arabes, ils ont des façons d'être enfermés, de vivre de leur façon. Il y a eu déjà aussi beaucoup d'abus ici en Côte d'Ivoire, où on a parlé même d'un Libanais qui aurait tiré sur quelqu'un, et tout, et tout, et tout. Bon, il y a tout ce qu'on peut reprocher, mais on ne va pas prendre la faute de certains individus pour l'imputer à toute une communauté. Et c'est là que je vais dénoncer l'attitude de nos autorités, parce que ce qui est en train de se faire, ceux qui appellent à cette stigmatisation, à la haine contre ces Libanais-là, ils vous diront qu'ils ont des raisons relativement à tout ce qu'on peut citer comme abus. Mais c'est là que je dis que tout ce qui commence par nous-mêmes finit toujours par le gouvernement ou bien par l'État. Parce que quand une situation se pose, on ne peut pas se faire justice nous-mêmes. Ce sont nos autorités qui doivent réguler les choses. Quand un Libanais paye mal un employé, il ne l'assure pas, il lui fait des traitements inhumains, lorsqu'il y a plainte, il faut que nos autorités vraiment sévissent. Merci, Gaël. Il faut qu'on évite la corruption. Merci bien. De sorte à ce que l'injustice continue. Carton rouge, si vous en avez. Bon, moi, ce que je pourrais dire, c'est que on ne peut pas reprocher aux Ivoiriens d'être un peuple inhospitalier. La Côte d'Ivoire est un pays très hospitalier. Et il a dit lui-même, avec la situation qui se passe au Liban, l'une des destinations les plus prisées, c'est la Côte d'Ivoire. C'est vrai, on pourrait arguer du fait qu'il y a déjà une forte communauté ici, donc ça facilite, mais c'est parce que aussi l'environnement dans lequel ceux qui étaient là avant est propice à la venue d'autres. Moi, c'est un conseil. D'abord aussi, c'est vrai, j'appelle les Ivoiriens à la retenue et au discernement. Mais aussi, il faudrait que les Libanais aussi revoient leur façon de vivre. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Et rien ne se passe quelque part sans que ce soit su. Et nous avons nos frères, nos parents qui vont au Liban et qui savent comment ils sont traités là-bas. Ce qui est diamétralement opposé à la façon dont les Libanais sont traités ici. Merci. Votre carton rouge maintenant. Mon carton rouge est relatif à la société civile ivoirienne. J'estime que la société civile ivoirienne est une société civile qui est extrêmement politisée. Elle est tellement politisée qu'il est difficile d'avoir une société civile vers laquelle on s'adresse pour trouver des solutions aux problèmes du pays. Il faudrait que la société civile ivoirienne prenne conscience de l'importance qu'elle a dans la gestion du pays, prenne conscience du fait qu'elle peut être un facteur de proposition pour les gouvernants, pour tout le monde, et se départisse d'une trop forte influence ou bien d'une trop forte inclinaison politique, parce que ça la rend inaudible, ça la rend inefficace, et puis ça fait que elle a du mal à être comprise lorsqu'il y a des sujets d'intérêt national qui requièrent son intervention. Bien. Voilà. Gaël Akbar, réaction rapidement sur ce carton rouge. La société civile en temps normal est ce pouvoir entre l'opposition et ceux qui dirigent le pays. Je ne vais pas répéter pouvoir deux fois. Mais c'est dit qu'en fait, la société civile est au milieu. La société civile est celle qui peut critiquer l'opposition et en même temps critiquer le pouvoir, de sorte à plus veiller à l'intérêt du peuple. Mais effectivement, ce qu'il dit, c'est un constat, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le problème, c'est que ces sociétés civiles, véritablement civiles, il y en a en Côte d'Ivoire.
Mais le problème, c'est que, quel que soit le parti qui prend le pouvoir, lorsqu'il y a des questions, des débats, ou bien des débats d'ordre national, c'est l'exécutif qui souvent invite les sociétés civiles. Donc souvent, les gens n'aiment pas se fatiguer. Ils invitent les sociétés civiles qui savent qu'ils sont beaucoup, comment on appelle, qui sont beaucoup favorables à leur gouvernance. C'est beaucoup de cas comme ça qui existent. Souvent, il y a des grandes questions qui doivent être tranchées, où vous verrez qu'il y a certaines sociétés civiles censées être indépendantes, comme on le dit, mais qui ne sont pas invitées. D'autres sont invités parce qu'ils jouent le jeu du pouvoir. Regardez par exemple, même au niveau des syndicats et tout ça, quand on prononce un mot d'ordre de grève, vous allez voir qu'il y a un groupe qui dit qu'il est le gouvernement, un autre groupe qui dit qu'il est avec l'opposition et tout ça. Sinon, ça existe des sociétés civiles, véritablement civiles, mais on n'est pas encore arrivé au niveau où la Côte d'Ivoire puisse accepter de voir ces sociétés civiles-là vraiment faire leur travail. Quand vous allez voir les sociétés civiles aujourd'hui, il y en a forcément qui sont avec le pouvoir, qui soutiennent. Il y a d'autres aussi qui s'apparentent à l'opposition. Ceux-mêmes qui sont véritablement indépendants, qui parlent véritablement au nom du peuple, souvent, on ne les voit pas. Voilà. Bien, nous avons terminé avec le carton rouge. Dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 85. C'est un pourcentage. Eh bien, on voit, le Premier ministre Robert Begré-Mombe a effectué hier, mardi 5 novembre 2024, en compagnie du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku, la visite du chantier du carrefour Akwaba de Port-Boueux et bien d'autres chantiers. Les travaux d'aménagement du carrefour Akwaba sont à ce jour réalisés à 85% et prendront fin décembre 2024. Entre fin décembre 2024 et janvier 2025, faut-il préciser. Alors que vous inspire ce chiffre-là, 85% pour un grand carrefour aussi célèbre? Bon, moi j'estime que les délais sont tenus. C'est vrai que ce n'est pas encore arrivé à sa finalité des 100%, mais 85%, nous ne sommes pas loin des 100%, il ne reste que 15%. Je voudrais encourager le gouvernement à respecter les calendriers, à continuer à œuvrer, non seulement sur ce site-là, mais sur d'autres infrastructures, afin de continuer à améliorer le quotidien des Ivoiriens. Bien, Gaël Lakba, réaction là-dessus? 85%, c'est avancé. Il faudrait que ça puisse tenir dans le délai. Il reste 2 mois, si on compte décembre et janvier, 2 mois. C'est dit que les travaux seront vraiment accélérés parce que 15% de ces travaux titanesques qu'on voit là, ce n'est pas facile. Moi, je pourrais dire facilement 3 mois, 4 mois, mais je ne suis pas tellement un expert. Mais 2 mois, je pense que ça va coincer un peu. Mais si ça peut se faire dans le délai, ça serait bien parce que ce carrefour-là, on sait combien de fois ça crée des embouteillages, ça réagit sur l'activité économique, ça change les habitudes des populations et tout ça. Plus vite ça sera fini, plus vite ça fera du bien à tout le monde. Merci Gaël Lakba. Merci Sidik. Merci Arsène Anoma. Merci. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à nos invités, nos consultants Arsène Anoma et Gaël Lakba pour leurs analyses éclairées. La politique de notre pays, la Côte d'Ivoire, et celle des États-Unis évolue rapidement et il est crucial de rester informé et engagé. Restez connectés sur Reflet TV pour plus d'actualités, de débats. Merci de nous avoir suivis et à demain pour une interview exclusive avec Isiaka Sangaré, président d'un nouveau courant politique au sein du Front populaire ivoirien. Interview à ne pas rater surtout. Rendez-vous donc demain à partir de 20h15. Portez-vous bien. Bonsoir.